Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Nous sommes à moins d'un mois de la mutation vers la télévision numérique terrestre. Ce qui est sûr, l'espace audiovisuel ici en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, va être bouleversé. Un changement redouté plus ici en RDC. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur de la TNT? On essaye d'analyser cette question avec notre invité de ce soir, mais on essaiera également de parler de traitement de différents sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo par le journaliste, notamment les sujets ayant trait à l'élection, au processus électoral, au dialogue, à la vague d'expulsion qu'on constate ces derniers temps ici de Congo-Brazzaville ici, mais également à la situation qui prévaut au Burundi. Tout cela, on en parle avec notre invité. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Président national de l'UNPC, je me limite là. Oui. Fin de l'opération de réception de traitement de candidature par rapport aux élections provinciales. Déjà, comment avez-vous trouvé le travail de journaliste pendant cette période? Pas trop mal. Pas trop mal. D'abord, merci de l'invitation. Je pense que nous avons ici une presse qui a déjà l'expérience des élections. C'est le troisième cycle. 2006, 2011, nous sommes maintenant 2015-2016. Donc, les journalistes commencent à prendre des habitudes, des couvertures des élections. Il y a seulement que nous qui encadrons les journalistes d'alerter, d'encadrer, surtout d'orienter cette presse nationale qui est quelquefois ballottée par des intérêts des uns et des autres. Et j'attire l'attention d'ailleurs de mes confrères et consoeurs sur le fait que les élections, c'est un processus. Ce n'est pas une fin en soi. Parce que on peut ne pas organiser les élections, le pays continuera toujours à fonctionner d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous, en 1990, après la conférence nationale souveraine, on a passé quasiment 7 ans sans élection, sans structure, sans... le Congo, les Zaïre de l'époque, n'est pas du tout... C'était pas un Zaïre ou un Congo démocratique, normalement. Là, écoutez, on est en pleine RDC. Il y avait toujours des gens qui y vivaient. Aujourd'hui, nous avons renoué avec la démocratie, avec les cycles électoraux. Nous avons renoué avec une presse pluraliste, opposition, majorité, société civile, etc. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les journalistes deviennent de plus en plus conscients et responsables. Mais ça ne nous empêche pas de les encadrer, de les orienter, parce que la tentation de propagande, d'incitation est tout à fait là. Donc c'est pour cela que, d'ailleurs, ce week-end à Kinshasa, j'organise une grande rencontre de tous les professionnels de presse, d'une part pour parler, j'espère qu'on va parler dans votre émission du passage à la TNT, mais également nos deux confrères qui nous ont quittés, Kalala Kafumba et puis notre président de la commission de la carte, pour leurs obsèques, mais aussi la conscientisation des journalistes de la manière dont ils doivent se comporter en période des élections. Je l'ai fait en Boujema et je vais le faire ici. Alors là, vous dites que apparemment vous êtes satisfait du travail abattu par le journalisme. Pas très satisfait, mais je ne suis pas très inquiet. Nous sommes sur la bonne voie, en tout cas, s'agissant de la couverture. Ah oui. Mais on dit qu'il n'y a pas d'engouement. On demande d'autres prolongations. Est-ce que vous pensez vraiment que ce journaliste-là fait son travail de sensibilisation? Ça, c'est autre chose. On se limitait à la couverture, genre vous faites des descentes avec la CENI, vous couvrez. Est-ce que le journaliste a fait son travail de sensibiliser ou de faire impliquer la population par rapport à ce processus? Il faut expliquer que notre rôle, ce n'est pas de pousser les gens à aller se faire voter. Ce n'est pas de pousser les gens à ne pas voter. C'est de donner l'information sur la marche du Congo d'aujourd'hui, en équilibrant, en protégeant la population, en se comportant comme des journalistes responsables. Le vote, si vous voulez bien, l'élection est une démarche militante des partis politiques ou des citoyens congolais qui veulent bien aller solliciter le suffrage de leurs compatriotes. C'est une démarche personnelle, d'engagement. Ce n'est pas à nous de pousser aux politiciens d'aller se faire enrôler, ou plutôt d'aller déposer les candidatures. Peut-être c'est un moyen pour le journaliste de participer justement à cette démocratisation, inviter justement la population à s'impliquer dans le processus. Tout à fait. Les journalistes qui sont accrédités à la CENI le sont pour
rendre compte de la manière dont les choses s'effectuent, mais aussi pour alerter l'opinion sur les dérives. Les dérives, c'est quoi? On explique que le calendrier global qui a été proposé par la CENI, c'est pas un bon. Non, ce n'est pas à nous de dire que c'est pas bon. Il faut laisser aux politiciens le débat. Si les politiciens veulent monter les enchères en retardant, comme c'est dans leurs habitudes d'ailleurs, le plus possible les dépôts des candidatures, vous verrez que à 24 heures, ils vont tous se ruer maintenant pour déposer à la dernière minute. Ça, c'est dans leurs habitudes. Ce n'est pas nous, la presse, de pousser les gens à le faire ou pas. Je vais tout simplement rappeler que notre rôle, c'est d'informer. Et d'informer pour dire, jour J-1... d'éduquer, justement, l'éducation civique, pousser les gens à aller voter et à remplir leurs droits. Oui, c'est un droit, le vote. C'est aussi un devoir citoyen. Un devoir. Mais, si quelqu'un n'a pas déposé sa candidature, celui qui a déposé, il sera élu, il sera considéré comme élu, et il ne vous appartient pas d'aller maintenant dans la rue pour aller manifester, mauvaise élection, mal organisée, etc. Parce que vous n'êtes pas candidat. Rappelez-vous, en 2006, lorsque l'UDPS n'a pas été aux élections, il aurait fallu que l'UDPS constate que les autres étaient élus. Idem aujourd'hui, je vois les Vital Kamerhe et les autres s'agiter, non, les calendriers, etc. Si vous n'êtes pas candidat, lui n'a pas été candidat, par exemple, député, il ne l'est pas. Il a été candidat président de la République, il a été battu. Donc, dans les cas d'espèce, si il y a d'autres qui sont candidats et qui sont élus, il faut les laisser, consommer leur mandat que le peuple leur a donné. Donc brièvement, le journaliste ne doit se limiter à rendre compte. Pour le reste, ça ne le concerne pas. Non, il doit naturellement donner l'information, mais il doit aussi donner la bonne information, pas une information orientée. Pas inciter peut-être la population à prendre possession de ses droits, de ses devoirs, leur dire que si vous n'allez pas voter, ça risque d'être à vos risques périls. Est-ce que là, c'est prendre position pour un journaliste? Le vote, c'est un acte volontaire. C'est pour ça que vous pouvez voter, vous pouvez vous abstenir de voter, vous pouvez voter A, B, C, D, ou vous pouvez voter nul aussi. Donc, c'est un acte citoyen. Ce n'est pas à nous de dire voter rouge, voter bleu, non. Allez voter, c'est votre droit. Alors, en parlant des élections ici en République démocratique du Congo, d'aucuns commencent à le lier carrément à la migration vers la TNT. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission qu'on va parler de la migration vers la télévision numérique terrestre. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ici. On ne veut pas de la TNT, même les politiques n'en veulent pas, et surtout que ça vient au moment où on veut organiser les élections, monsieur Jean-Marc Kassama. Élisée Odia, vous confondez tout. La TNT, c'est une technologie. Beaucoup de pays à travers le monde l'ont déjà adoptée. Notre pays fait partie du monde. Nous avons souscrit à cette organisation internationale des télécommunications. Ce n'est pas quelque chose spécifique à la RDC parce qu'il y a élection. Il ne faut pas être nombriliste et penser que toute la vie se tourne autour de Kinshasa ou de la RDC. Mais il ne faut pas non plus empêcher ces gens-là de faire le lien. Non, mais parfois, c'est ce qu'on appelle du raccordement frauduleux. Il est question ici de répondre à un engagement. Et d'ailleurs, ces mutations technologiques ne demandent pas notre point de vue. Si le Congo-Brazzaville bascule le 17 juin à la TNT, Kinshasa est dans le noir. Télévisuellement parlant, la Zambie faisant la même chose, le Rwanda faisant la même chose, ou le Soudan faisant la même chose, toutes nos villes frontalières vont avoir l'écran noir. Donc, ça ne dépend pas de nous, ni du gouvernement congolais. Mais pourquoi on entend, vous avez cité le Congo-Brazza, je crois que j'étais là-bas depuis 2011, ils avaient déjà commencé le processus de la migration vers la TNT. Nous, c'est seulement à peine, il y a quelque temps, qu'on entend parler de la TNT. Quand je dis nous, c'est peut-être pas le journaliste, mais cette population qui entend parler de la TNT au moment où on entend parler des élections, c'est un problème. Ne soyez pas de mauvaise foi. Ça fait plus de 3 ans que le gouvernement congolais, d'ailleurs, les travaux qui sont faits à la TNC étaient faits en prévision de la TNT. Télé 50 est sur la TNT depuis déjà 4 ans. Quelques chaînes ici, sur la place, se sont déjà préparées en conséquence. La TNT, c'est simple, c'est tout simplement les passages de l'analogique au numérique. Donc, il n'y a rien de précipité, il n'y a rien de circonstanciel. D'ailleurs, on avait demandé un décalage, pour ne pas dire un délai de préparation. Et le tout dernier délai,
tombe effectivement le 17 juin. La commission... Et on ne peut pas repousser. On nous apprend que la République sud-africaine a carrément n'a pas voulu, s'est carrément retirée de la TNT. Mais là, vous, mélangez encore tout. La République sud-africaine n'a pas fait le choix de la TNT. Il y a une autre technologie là-bas. Nous avons fait le choix de la TNT comme l'ensemble, beaucoup de pays d'ailleurs de l'Afrique francophone. C'est la même technologie qui est en Europe. Et nous avons souscrit à cela et nous allons fonctionner comme cela. Donc, il ne faut pas dire l'exemple sud-africain est à suivre. Non, ils ont une autre technologie. Si nous, on avait une autre technologie, ça serait un trou noir dans la partie Afrique centrale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il ne faut pas raconter à la population ce qui n'est pas vrai. Le 17 juin, il n'y aura pas du tout manque ou écran noir à la télévision. Jean-Marie Kassamba, on n'a toujours pas des décodeurs. Attendez, hein? attendez. Alors que je venais tout à l'heure de dire au Congo-Brazzaville, on achetait déjà, on vendait des décodeurs. Je vais vous TNT aider. depuis 2011-2010. Nous, ici, on attend encore des décodeurs. Je vais vous aider. Il y a concomitance des technologies. Ça veut dire quoi? Pendant un temps, il y aura utilisation de l'analogique et de la TNT. L'État congolais va prendre en charge, c'est ce qu'a dit le ministre Mende d'ailleurs, les décodeurs qui seront mis en place à moindre coût, peut-être 10 $, 15 $ ou moins que ça. Je rappelle juste que la moyenne ici, nous, en RDC, on vit avec moins d'1 $. Non. Quand vous mettez à 15... Ça, c'est votre théorie qui ne se vérifie pas d'ailleurs. C'est les statistiques. Hein. Attendez, mais les statistiques... 15 $, peut-être pas beaucoup pour Jean-Marie Kassama, mais c'est énorme. Non. Élisée Odia, je vous signale que il ne faut pas paupériser notre population à ces points-là. On sait que nous avons des difficultés. On sait également que le niveau de vie de beaucoup de pays d'Afrique est faible. Mais nous avons quand même la capacité dans notre pays de nous offrir le minimum, une technologie qui va au-delà le minimum de votre... vital. La télévision publique, qui est la TNC, sera en TNT gratuite. Ça veut dire que monsieur tout le monde, chez lui, il va capter cette chaîne gratuitement. Les décodeurs seront pris en charge par le gouvernement. Et il y aura concomitance. Ça veut dire quoi? Nous allons utiliser les deux technologies en même temps pendant un certain temps. Et il y a dans ces zones, on appelle ça zone grise, où on va laisser encore pendant un certain temps un peu d'analogique pour permettre aux gens qui ont encore les postes analogiques de les utiliser le temps de s'en procurer un autre. Donc, il ne faut pas faire paniquer la population pour rien. Les gens qui s'opposent à la TNT s'opposent à la nature, s'opposent à l'évolution de notre société. Et d'ailleurs, ce sont eux la plupart qui sont dans le provisoire, qui veut dire, pour ne pas dire dans l'amateurisme, qui fait que ils ne montent pas les images qu'ils diffusent, ils ne professionnalisent pas leurs journalistes, ils n'ont pas des régies publicitaires pouvant gérer le revenu qui peuvent rendre les télévisions des entreprises viables. C'est ça les questions fondamentales. Notre pays ne peut pas disposer de 60 chaînes de télévision qui ne sont télévisions que des noms. Moi, je suis président de l'UNPC. Mon rôle à moi, c'est de protéger les journalistes. Que les journalistes aient un travail qui lui rémunère. Que les journalistes aient un statut. La plupart de ceux qui s'opposent à la TNT, c'est les gens qui ne veulent pas que les journalistes congolais vivent comme un homme. Non, mais la plupart normal. qui s'opposent sont également journalistes. Et il n'y a pas que les politiciens qui ont peur par rapport à la TNT. Mais il y a même les journalistes. Parce que l'on nous dit qu'avec la TNT, il y aura bon nombre de chaînes qui vont disparaître. Et avec elles, beaucoup de travail, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'employés, beaucoup de journalistes qui vont perdre leur travail. Voulez-vous que je vous dise, Élisée Odia, qu'est-ce que vous appelez travail? Quelqu'un qui vient faire un acte de présence dans une chaîne de télévision, pas de contrat, pas de salaire, qui du pas reste de est la plus matériel. suivie. Hein, attendez. À Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Excusez-moi du peu, si on analyse de très près, vous allez voir que c'est souvent des coquilles vides. Nous avons le devoir dans ce pays de protéger les gens qui ont choisi ces métiers de journalistes comme leur carrière. Pas faire de la figuration. Quand il va y avoir le cahier des charges techniques, ça veut dire quoi? Du matériel, des fonds de roulement pour faire tourner ces chaînes de télévision, mais également de programmes, parce qu'avec le numérique, il faut y avoir de programmes, grilles de programmes identifiables. Rares sont ceux qui vont pouvoir faire ce travail. Et nous devons
nous prémunir, travailler pour que les journalistes ou ceux qui ont choisi ce métier, comme leur carrière, le fassent concrètement. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat n'est pas de dire opportun, pas opportun, c'est de dire est-ce que notre pays peut faire de la télévision professionnelle? Oui. Aujourd'hui, il y a 6 à 7 chaînes de télévision congolaises qui sont sur les diffuseurs internationaux. CanalSat, Strong, StarTime, etc. Quand on compare avec les autres chaînes des autres pays, on a parfois honte. Et vous pensez que... Et vous pensez qu'avec la TNT, avec toutes ces chaînes il qui y vont aura intégrer une la obligation, TNT, ça va changer? Déjà qu'avec les 7, attendez, il y aura une vous avez honte? Il y aura une obligation de faire des programmes, de travailler. Il y aura une obligation, parce que les diffuseurs, ils vont demander que vous leur fournissiez des programmes qui tiennent la route. Et là, on peut avoir des régies publicitaires centralisées pour négocier avec les annonceurs. Alors, autre précision, oui. Vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure des décodeurs. Ceux qui n'auront pas de décodeurs, ils devraient s'acheter des télévisions avec une TNT intégrée, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, comment, techniquement, sur le plan pratique, comment ça va se passer? Pour avoir telle chaîne, par exemple Congo Web, il faut payer ou comment ça se passera avec la TNT? Il faut séparer les deux démarches. Expliquer schématiquement c'est quoi la TNT. Je vous ai dit que c'est une technologie numérique. Ça permet quoi? Ça permet d'un côté qu'il y a un diffuseur qui peut coder le signal pour le diffuser sous forme de bouquet. Et ce bouquet peut être gratuit ou payant. La chaîne nationale, elle est gratuite et le sera davantage. Comme en France, vous avez TF1, France 2, vous avez aux États-Unis certaines chaînes locales, etc. En Afrique du Sud, la SABC, ça sera comme ça. Maintenant, les autres chaînes, si elles ont suffisamment de moyens et qu'elles choisissent d'être gratuites, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais si vous voulez quand même, comme Canal Plus en France, comme beaucoup de chaînes, LCI, France 24, etc., avoir un peu de revenus pour fonctionner, coder votre signal et vous vous mettez en bouquet, comme ça fonctionne déjà, oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut travailler sur le montant à décaisser. Les études aujourd'hui de ceux qui sont venus chez nous, StarTime, Strong, Canal+, démontrent que ces Congolais qui consomment de la télévision ne sont pas toujours les lentilles. Il y a quand même aujourd'hui les rapports avec le prix qui est proposé, l'accès à ces chaînes d'une manière, je veux dire, généralisée. Moi, je viens de Mbuji-Mayi, vous n'allez pas me dire que tous les habitants de Mbuji-Mayi sont des richissimes. Il y a quand même beaucoup d'abonnés, Canal+, beaucoup d'abonnés. Ce sont des privilégiés, en tout cas. Faut pas qu'on se le rende plus, hein. Il ne faut pas penser que la télévision devient un luxe pour la population, la télévision avec un bon signal. Il faut qu'on arrête avec ces antennes, qu'on bouge dans tous les sens pour donner un bon signal à la maison. Donc, la TNT va aussi apporter une qualité à la maison. Une question que je vous ai posée tout à l'heure, oui. Est-ce qu'on va perdre nos emplois là, nous qui travaillons dans des chaînes avec l'arrivée de TNT? Mais je vous ai parlé tout à l'heure qu'il ne faut pas considérer le provisoire qui dure de la figuration comme de l'emploi. Il y a moins d'emplois dans les chaînes qui ne sont pas viables économiquement parlant. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les rédactions, qui restent et qui sont à la recherche de coupage. Les coupages, ce n'est pas un emploi. Enfin, ce n'est pas une rémunération. C'est juste une libéralité qu'on puisse faire à quelqu'un lorsque il y a une prestation quelconque. Donc, ce sont ces chaînes-là qui vont disparaître. Pas ces chaînes-là. Je ne dis pas ces chaînes-là. La logique, c'est de viabiliser les chaînes, de les pousser à se concentrer en forme de bouquet avec des revenus, et ces revenus vont permettre à ces chaînes de payer leurs collaborateurs. C'est quand même raisonnable. Et l'aide dont on parle souvent, que moi je suis en train de négocier avec le gouvernement, moi et mon président national et d'autres collègues des corporations, ça va être orienté d'abord vers des chaînes qui font un peu ce travail, qu'on n'arrive pas à identifier aujourd'hui parce qu'on est trop nombreux, et pas seulement les chaînes de télévision, mais il y a la radio aussi, il y a la presse écrite. Et comme il y a tellement de moutons noirs et tout est mélangé, on n'arrive pas à identifier les gens qui peuvent avoir de tout ceci. Il faut quand même un petit assainissement dans notre environnement audiovisuel national. Donc, Élisée Odiavou, qui est soucieuse de la bonne gouvernance, que la traçabilité soit évidente dans notre pays, où est le mal qu'on puisse balayer un tout petit peu dans ces Congos où tout le monde a droit à tout et parfois on fait pas la différence entre les bricoleurs et ceux qui travaillent correctement. Quand il faut créer plus de chômeurs, ça inquiète quand même.
Non, ça ne doit pas vous inquiéter, bien au contraire. Il faut prier que la TNT se mette en place le plus rapidement et ça va éclaircir un tout petit peu les horizons de notre pays. Très rapidement, on va essayer avec vous d'analyser en tout cas la situation qui prévaut de l'autre côté de fleuve Congo avec la vague d'expulsion qui vient de recommencer. Au regard de ce qui s'est passé il y a une année et demie maintenant, comment le journaliste RD congolais doit traiter cette information? Parce que la fois dernière, on a vu qu'il y avait beaucoup trop de patients. Comment on doit se comporter face aux frères qui sont de fois victimes des bavures de l'autre côté? Écoutez, il faut faire tout ceci avec beaucoup de calme, beaucoup d'objectivité, mais aussi beaucoup de patriotisme. Il faut être compatissant avec nos compatriotes. Il faut être solidaire avec nos compatriotes. Il faut demander à nos frères, parce que ce sont nos frères de Congo-Brazzaville, de gérer ces problèmes avec beaucoup de responsabilité parce que ce sont des vies des gens. Les Congolais qui ont choisi l'autre Congo comme deuxième patrie depuis des années, ce sont des frères, parfois qui ont des liens décents. Donc il faut gérer tout ceci avec beaucoup de responsabilité. Moi j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai toujours dit, nous sommes comme les doigts d'une main, donc si vous séparez les doigts d'une main, c'est un peu trop difficile. Mais ça se déjà fait, mais ça devient quand même de l'acharnement. Il y a du mal. Il y a eu un moment de répit, ça y est, ça recommence. Écoutez, avec... les raisons qui sont avancées là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de délinquance, quelquefois, beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière et tout ça. Ils sont souverains, ils ont droit de gérer un peu ces flux migratoires, mais il faut le faire en respectant les droits de l'homme. Notre ministre des Congolais de l'étranger a écrit très officiellement au gouvernement de Congo-Brazzaville pour demander que les droits soient respectés. Je pense que ça sera le cas. Et on réagit quand même timidement, hein, et c'est normal que nous, journalistes ici, qu'on s'en prenne quand même à nos autorités, parce que de fois, on a l'impression qu'ils sont à faune quand même. Non, pas à faune. Il ne faut pas être impulsif. Il ne faut pas être impulsif. Il faut gérer les choses avec beaucoup de responsabilité. Les tic au tac d'une manière un peu spontanée, parfois sans analyse, ça produit plus de problèmes que ça en résout. N'est-ce pas? Dans les cas d'espèce, si les Congolais de Brazzaville jugent qu'il y a des irréguliers, qu'il y a des problèmes de sécurité pour eux, etc., s'ils veulent renvoyer nos compatriotes, il y a des dispositions qui sont prises ici pour les accueillir, les orienter dans leur lieu naturel d'origine. Mais il faut qu'ils fassent attention sur la manière de faire. Et je pense que l'exemple ou les exemples malheureux de la fois dernière ont montré qu'il y avait des choses qui étaient inadmissibles et qu'il ne fallait pas accepter. Ça a été corrigé et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas parce que le ministre Boyamba l'a répété encore. Il faudra que ça soit géré avec beaucoup d'humanité, beaucoup de responsabilité, en veillant sur le droit de l'homme, en veillant sur le respect. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont investi quasiment tout là-bas, ils vont tout laisser. En revenant ici, c'est de nouvelles vies qu'ils commencent. Donc tout ceci, c'est très important. Et que de l'autre côté, est-ce qu'il y a des conditions qui ont été réunies? Parce qu'on a vu la dernière fois, quand les Congolais ont été expulsés là-bas, dans quelles conditions elles se sont retrouvées ici. C'est bien beau de demander aux Congolais de Brazzaville de veiller, mais lorsque vous êtes arraché en votre milieu, de votre milieu naturel, vous ne pouvez pas retrouver les mêmes conditions de l'autre côté. Vous êtes quand même réfugié, vous êtes quand même déplacé. Donc, l'État peut subvenir aux besoins urgents, mais l'État ne peut pas vous stabiliser tout de suite. Donc, c'est encore des drames. C'est pour ça que je dis, à Brazzaville, il faudra que les autorités soient le plus vigilantes possible. Moi, je connais le président Sassou, il n'est pas un vent en guerre, quelqu'un qui n'est pas sensible aux problèmes, etc. Il y a parfois excès des ailes de certains des collaborateurs. Il faut que le président, cette fois-ci, soit très vigilant, parce que ce sont nos frères, et la même chose, si ça arrivait ici, ça poserait beaucoup plus de problèmes. Donc je pense que le président Sassou sera très vigilant sur le traitement qui sera réservé à nos compatriotes. Alors, autre sujet d'actualité qui a passionné vraiment les médias, surtout RD Congolais, c'est la situation au Burundi. Oui. Comment vous avez jugé? Je crois qu'on était quand même à la hauteur, nous les médias d'ici, par rapport à nos frères, par rapport à ce qui s'est passé au Burundi. On ne s'est pas laissé faire quand même, on ne s'est pas fait prendre écoutez, par rapport au traitement. Écoutez, je pense que oui, j'ai dit tout à l'heure au début de cette émission que nous avons des médias congolais qui commencent à être des médias exemplaires responsables. On a remarqué, Élisée Odia, de l'irresponsabilité de certains médias qui se présentent comme étant internationaux. C'est pitoyable ce qui s'est passé
RFI, France 24, je vais les citer pour une fois. Mais ils sont les plus prisés ici, hein, surtout C'est par pas les prisé autorités. du tout, À cause de leur professionnalisme, attendez, il faut leur reconnaître c'est cela. Quand une- même. Leur neutralité, leur professionnalisme fait en sorte Madame, que je mets vraiment entre tout ce guillemets, qu'ils disent je mets entre soit pris guillemets comme parole neutralité et d'évangile. professionnalisme. Ben, parole d'évangile pour certains. Expliquez-vous l'objectivité lorsque un général s'adresse sur un média privé relevant de ses fonctions, un président de la République dans une conférence quelque part. Vous n'avez même pas les soubassements de cette démarche. Vous vous hasardez à bassiner les gens à longueur de journée, tout est consommé, etc. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas ce que nous avons appris sur le banc de l'école en matière de journalistique. Ça enlève même la crédibilité du média qui s'adresse aux masses médias, comme on dit, à la majorité de la population. Mais on ne peut que les croire parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des ils ont tout ce qu'il faut, ils déploient les moyens pour être sur place, alors que nous qui sommes voisins du Burundi, je vous signale qu'il n'y a pas eu un journaliste qui est allé là-bas. Alors je vous explique. Média France Monde déploie naturellement des moyens logistiques pour tous ses confrères qui parfois, de bonne foi, essaient de faire leur travail, mais ils les font parfois mal, pour les envoyer là-bas avec les moyens de communication, etc. Mais cela n'enlève pas l'objectivité et le professionnalisme qui doit rester de rigueur. Ce n'est pas parce que vous avez plus de moyens techniques et logistiques que vos collègues que vous devez les bassiner ou les faire consommer tout et son contraire. Mais peut-être qu'il est temps pour les médias africains de faire en sorte de donner plus. C'est notre rôle d'encadrer les médias nationaux. Et d'ailleurs, cette fois-ci, les médias de chez nous ont bien joué les jeux, ils ont bien compris. Ils ont fait de l'autocensure, surtout éviter de faire un lien entre ce qui se passe ici. Ils ont essayé... C'était pas de l'autocensure. Bien au contraire, ils ont essayé de faire la part des choses. Les coups d'État, ça ne se fait pas comme ça. Et quand bien même il y a un coup d'État, où est le bénéfice de la population? Si vous jouez le rôle des médias pyromanes, chauffer pour chauffer, quand ça brûle, vous faites quoi? Vous évacuez, vous laissez les populations africaines abandonner elles-mêmes. Regardez ce qui se passe en Libye, au Mali, en République centrafricaine, etc. Donc ce n'est pas un exemple d'objectivité. Le plus important pour nous, c'est pour ça qu'on parle médias de la paix, de l'assainissement, etc. Il faut qu'on puisse raison garder, protéger la population. Jean-Marie Kassamba, une toute dernière question. Le Premier ministre vient d'apporter sur le fonds baptismaux une revue appelée Croissance, résilience économique. J'ai oublié. Est-ce que c'est opportun pour la RDC? Une revue de plus pour parler d'une croissance qui a du mal à se matérialiser dans le panier de la ménagère du Congolais. Comment nous, journalistes, devrons-nous traiter cela? C'est une revue scientifique qui permet aux Congolais, pour une fois, de faire des analyses sur l'économie nationale et faire des prospectives sur la résistance à une croissance éphémère. Ça veut dire quoi? Il faut diversifier l'économie pour qu'elle tienne par rapport à des chocs exogènes, par exemple. Résilience, c'est aussi cette façon de diversifier la production nationale. Matata Pogno, on dit oui, il y a maintenu une croissance depuis 4 ans maintenant. Cette croissance, vous avez dit, elle n'est pas inclusive. Non, elle n'est pas inclusive, mais l'analyse économique, moi j'ai fait des études d'économie, l'analyse économique stipule que si vous avez une croissance, même si elle est soutenue par les mines, comme c'est dans notre cas d'espèce, il faut qu'il y ait la production nationale, l'agriculture, les infrastructures, le désenclavement, comme c'est en train d'être fait. Et en même temps, il ne faut pas faire Congo-Brazzaville, le Gabon, appuyer votre économie qui est sur le pétrole. Il faut diversifier. Et Matata explique, enfin c'est son équipe et lui-même qui a préfacé, explique que désormais il faut qu'on puisse y réfléchir. Dans notre pays... C'était pas une réponse à l'ancien Premier ministre Muzito, non hein? Parce qu'il a eu à publier des tribunes. On se dit, mais tiens, il se réveille, c'est mes premiers ministres en train de faire... C'est vous qui faites de la provocation. Et non, on est au milieu, parce que ce sont les journalistes qui publient ces différentes tribunes. C'est vous qui faites de la provocation. Si vous faites un petit comparatif, vous allez voir que nous sommes à des années-lumière de ce que fait Matata aujourd'hui, de la primature. Excusez-moi du peu, toute proportion gardée. Si vous regardez les résultats du Congo d'aujourd'hui, ça mérite sur le chiffre, ça mérite des félicitations, mais il reste quand même beaucoup à faire. Nous sommes un pays qui revient de loin, comme Mozito le disait lui-même, qui était dans
dans l'hécatombe, on a sorti à peine la tête, laissé que les épaules sortent. Donc ne demandez pas que le Congo soit comme le Japon. Dieu sait combien aujourd'hui la crise qui frappe l'Europe la replonge alors qu'il y avait des milliards et des milliards de production là-bas. Donc, vous savez, dans notre continent très rapidement, ici, on doit clôturer. il y a que la RDC et accessoirement le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont les pays les plus performants. Le Rwanda accessoirement, mais le Rwanda nous pique beaucoup de richesses, mais ça compte pas. Qui sont le pays les plus performants en matière économique. Croissance, stabilité monétaire, peu d'inflation ou pas du tout depuis 4 ans. Ça mérite quand même des détours. Très rapidement, votre mot de la fin par rapport à cette émission, par Écoutez, rapport à la TNT, d'abord, rassurez-nous. Qu'il faut que les gens ne puissent pas alarmer la population. Nous aurons de la télévision au 17 juin. La TNT, c'est un bienfait pour notre pays. Que ceux qui veulent faire de la télévision se préparent techniquement, financièrement et sur le plan de l'organisation. Il ne faut pas agiter les chiffons rouges pour rien. Et puis, deuxièmement, les élections, c'est un processus. Nous allons les couvrir avec beaucoup de calme. Et puis, notre Congo, avec les dialogues qui s'installent maintenant, vous verrez que tout va bien se passer. Donc, il n'y a pas de quoi présager des lendemains qui brûlent, tout ça. Non, le Congo est assez mature comme ça. Et nous avons suffisamment des ressorts pour nous en sortir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je dis aux téléspectateurs qu'on va peut-être vous recevoir prochainement, cette fois-ci en tant que politique, pour parler du dialogue, pour parler... Parce que il faut qu'on se le dise, vous avez plusieurs casquettes, Monsieur Kassamba. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de nous contacter. Appelez-nous, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. Au revoir et à dimanche prochain.